Europe Matin, Patrick Cohen. À la une ce matin, les arbitrages de Jean-Michel Blanquer sur le baccalauréat avec l'arrivée confirmée d'un grand oral de 20 minutes qui compterait pour 10% de la note finale. Les lycéens devront s'entraîner à la prise de parole. Reportage à suivre. Ils devront aussi se préparer à un service civique obligatoire de 3 à 6 mois, garçons et filles. Emmanuel Macron a tranché, détail dans un instant. Football, les Parisiens peuvent-ils enfin devenir des grands d'Europe? Première réponse ce soir à Madrid lors d'un match choc contre le Real de Zidane, double champion d'Europe en titre, mais éliminé en coupe et affaibli en championnat. Dans ce journal, l'Irak à l'heure de la reconstruction, un chantier de 88 milliards de dollars auquel la France compte bien participer. Ce sera l'enquête du 8h avec Gwendoline de Bodo à Bagdad et la mobilisation des agriculteurs contre la nouvelle carte des zones défavorisées. 8h15, que faire des djihadistes étrangers, ces possibles revenants capturés après la chute de Daesh, et que faire des femmes et des enfants pour l'instant livrés à eux-mêmes au nord de la Syrie? Nadim Houri de l'organisation Human Rights Watch les a vus il y a quelques semaines. Il sera notre invité après ce journal. C'est donc le retour annoncé d'un service national obligatoire. Le sujet, promesse de campagne d'Emmanuel Macron, soufflé par François Bayrou, provoque depuis quelques semaines embarras et cacophonie au sein de la majorité du gouvernement. Mais hier soir, devant les journalistes de la presse présidentielle, le chef de l'État a tranché. Ce sera pour tous les jeunes, Martin Fesneau. 3 à 6 mois de service national obligatoire pour les hommes et les femmes. C'est l'engagement du chef de l'État. Il ne s'agirait pas d'un service militaire à l'ancienne, mais d'une ouverture à la chose militaire dont la forme pourra aussi être civique. L'idée n'est pas de rassembler ces jeunes en caserne, il n'y a pas assez d'infrastructures, ce serait trop coûteux. Il faut donc innover et en appeler à l'engagement des entreprises et des structures publiques. C'est la volonté du président. Le rapport parlementaire présente, lui, d'autres pistes plus précises. Dès le collège, la mise en place chaque année d'une semaine de la défense et de la citoyenneté. Puis, à 16 ans, une semaine, soit en internat dans un centre régional pour apprendre les gestes qui sauvent ou faire un bilan de santé, soit en immersion dans une association. Enfin, la possibilité jusqu'à 25 ans d'effectuer un service civique ou au sein de la garde nationale sur la base cette fois du volontariat. Il ne s'agit là que de propositions. Le groupe de travail mis en place par l'Élysée rendra ses conclusions fin avril. La phase d'expérimentation de ce service national universel pourrait débuter dans un peu moins d'un an. Martin Fesneau. Et avant cela, avant le service, les lycéens auront droit à un baccalauréat nouvelle formule, celui que va présenter Jean-Michel Blanquer ce matin au Conseil des ministres, avec 4 épreuves écrites, le français en première, 2 épreuves de spécialité en terminale après les vacances de printemps et la philo fin juin, plus un grand oral de 20 minutes qui porterait sur un projet entamé en classe de première et compterait pour 10% de la note globale. La prise de parole en public, ce n'est pas le point fort des petits Français, malgré les efforts de certains établissements pour l'éloquence et l'art oratoire. Ainsi, exemple au lycée Montaigne à Paris, Jeanne Bergaoui. Mal à l'aise devant ses camarades, seul au tableau, cet élève de première ES peine à formuler ses idées. S'entraîner à prendre la parole, mais aussi à sourire, à respirer ou à se tenir droit. Marie-Laure Bazio, professeure de français au lycée Montaigne, enseigne à ses élèves l'importance du langage corporel. Des conseils essentiels pour Louise, 16 ans. On ne travaille pas trop une façon de s'exprimer, alors que souvent on peut se retrouver un petit peu à court de mots et après on y repense et on se dit « Ah, j'aurais peut-être dû dire ça ». Marie-Laure Bazio soutient le projet de grand oral, appelé aussi oral de maturité. Selon elle, les élèves doivent apprendre à défendre leurs idées. On n'est pas un brillant orateur sur du vide. Pour faire une bonne prestation orale, il faut avoir quelque chose à dire. Quand on reçoit des élèves de l'étranger, c'est le cas au lycée Montaigne, on sent qu'ils ont une aisance que nous n'avons pas forcément. Pour moi, ça pose la question des moyens qu'on se donne pour préparer l'oral. Et un oral, on le prépare bien lorsqu'on est peut-être pas 36 dans une classe. Certains professeurs proposent que des enseignants en communication viennent aider les élèves à préparer cet oral qui doit être mis en place en 2021. Jeanne Bergaoui. Emmanuel Macron, hier soir, devant la presse présidentielle, s'est aussi exprimé sur les affaires Hulot-Darmanin pour une mise en garde contre une république du soupçon. Le but des contre-pouvoirs comme la presse, dit le président, ne devrait pas être de détruire ceux qui exercent le pouvoir. Et puis Emmanuel Macron a répété la ligne rouge qu'il fixait pour la Syrie. La France interdit
interviendra en cas de preuve avérée d'utilisation d'armes chimiques. On y reviendra à 8h15 avec Nadim Mouri de Human Rights Watch qui a pu constater l'usage répété par les Russes et les Syriens ces dernières semaines de chlore contre les civils. Europe 1, il est 8h05. Et maintenant, comment reconstruire l'Irak après 4 ans de guerre contre l'État islamique? C'était l'enjeu de la conférence qui s'achève aujourd'hui au Koweït. La France y était représentée par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Après une visite à Bagdad, la tâche est immense, c'est l'enquête du 8h. Gwendoline de Bono, vous êtes à Bagdad pour Europe 1. D'abord, combien faut-il pour reconstruire l'Irak ? Eh bien, l'Irak chiffre à 88 milliards le coût de sa renaissance. Les habitations ont été endommagées à hauteur de 16 milliards, le réseau électrique 7 milliards. Mais la reconstruction, ce n'est pas seulement bâtir des façades et réparer des câbles. L'Irak doit aussi développer des régions où pas un coup de feu n'a été tiré, mais qui ont contribué massivement à l'effort de guerre. Et comment l'Irak va financer tout cela? Par des dons? Non, aujourd'hui, tout le monde rechigne à donner. Alors, l'Irak propose aux entreprises étrangères d'investir à travers 210 projets très concrets. Grâce au pétrole, l'Irak est un pays riche, solvable. Ce consultant français est spécialisé dans la construction d'aéroports. Pratiquement toutes les plateformes sont à remettre en état, à moderniser, à agrandir. L'aéroport de Mossoul est un sujet qu'on est en train de regarder avec eux, mais il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Logique, ce marché représente plusieurs centaines de millions d'euros. Comme sa société, il y a beaucoup d'entreprises françaises sur les rangs, Gwendoline? Oui, ils sont 25 à participer à cette conférence. Certaines, comme Thales, sont intéressées par la construction de routes, de tramways, d'autres sont centrées sur le déminage. Il y a une ruée européenne vers l'Irak, constate un participant. La France a des cartes à jouer. Elle a appuyé les forces irakiennes contre l'État islamique, dit un diplomate. Il serait logique que dans l'après-guerre, cette bonne image bénéficie aux entreprises. L'Irak s'ouvre au secteur privé, mais on imagine qu'il y a encore des freins, des inquiétudes à l'idée d'investir dans ce pays. Oui, d'abord, c'est difficile de trouver des financements et puis il y a la corruption qui gangrène le pays. Le cabinet d'avocats de Mohamed Alem représente plusieurs entreprises françaises qui veulent entrer en Irak et qui ont toujours cette incertitude. Je ne sais pas, et c'est une grande question qu'on vient discuter avec les dirigeants irakiens. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire véritablement pour que la corruption ne va pas jouer un jeu? Si on vient, par exemple, on donne une concession dans 2 ans à cause de la corruption, quelqu'un d'autre vient concurrencer directement ce genre de business. Ça ne peut pas aller comme ça. Lui est optimiste. L'Irak a l'occasion, dit-il, de se réformer après ces années de chaos. Un impératif pour ne pas assister au retour des djihadistes. Gwendoline de Bono, envoyée spéciale à Bagdad pour Europe 1 et l'enquête du 8h. À l'étranger encore, la mort à 83 ans du prince Henrik de Danemark, né Henri de Montpezat, jeune diplomate français en poste à Londres. C'est là qu'il avait rencontré la future reine du Danemark, Margrethe, couronnée 5 ans après leur mariage. Mais Henrik est resté prince consort, il n'a jamais été roi. Il avait annoncé l'an dernier qu'il refuserait d'être inhumé dans le caveau royal aux côtés de sa femme, n'ayant pas été son égal dans la vie. Il ne souhaitait pas l'être dans sa mort. On ne sait pas ce matin où Henri sera enterré. Il est 8h09, Patrick Cohen. L'économie ce matin, c'est l'emploi en France qui retrouve son niveau d'avant la crise, c'est-à-dire de la fin 2007. Nicolas Barré, signale positif, les entreprises signent davantage de CDI. Voilà, l'économie française a créé 250 000 emplois l'an dernier. Le secteur privé emploie désormais 19,3 millions de personnes, soit le plus haut niveau depuis la crise de 2008. On aura mis donc 10 ans à revenir à cet étiage, c'est dire combien la crise a été violente. Autre indice positif, les entreprises effectivement embauchent davantage en CDI. Le nombre de CDI dans l'industrie, par exemple, est au plus haut depuis 2001, depuis 17 ans. Ce qui devrait avoir un impact sur les salaires. Alors c'est vrai, de plus en plus d'entreprises disent avoir des difficultés de recrutement. Pour le moment, on n'en voit pas vraiment l'impact sur les salaires, à la différence par exemple de l'Allemagne ou des États-Unis où l'on frôle le plein emploi. Ça n'est évidemment pas le cas chez nous avec 9,5% de chômage. Mais là encore, on note quand même des frémissements. Il y a un an, le salaire moyen, prime comprise, progressait péniblement de 1,2%. En fin d'année dernière, on était à plus de 2%. Donc doucement, le paysage de l'emploi et des salaires est en train de changer. Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos, merci. Les agriculteurs toujours très mobilisés contre la nouvelle carte des zones défavorisées. Certains risquent de perdre la moitié de leurs revenus et même de disparaître. Donc à Auch, dans le Gers, les blocages se poursuivent pour la 3e journée consécutive sur place pour Europe 1. Benjamin Péter. Ils sont installés sur les 4 ronds-points autour de la ville avec des tracteurs, des bottes de foin, des palettes ou des pneus.
Pour eux, ce que leur propose le ministère est loin d'être satisfaisant. 74 communes du Gers ne pourront plus bénéficier des aides aux zones défavorisées. Inacceptable pour Christian Cardona de la FDSEA. Dans notre département très escarpé, avec des coteaux pentus et des toutes petites vallées, nous demandons au pouvoir public de venir voir exactement que sur le terrain, nous avons effectivement 74 communes, plus de 250 éleveurs qui sont mis hors jeu. Michael est éleveur à Eauze. À 800 mètres près, il pourrait conserver ses aides et pourtant pour lui, ses terres sont tout aussi vallonnées que dans la commune voisine. Au niveau topographie, il n'y a rien qui peut dire que Ramouzens mérite de rester à la place d'Eauze. Et malgré tout, vous perdez tout? Ah oui, moi là j'ai un revenu disponible qui est de 6 000 € et donc on m'enlève 7 200 €, voilà, je ne fais pas un dessin. Alors ils ont prévu de bloquer les accès jusqu'à demain matin lorsque le ministère est censé présenter sa nouvelle carte, mais ils sont prêts à poursuivre leur mobilisation s'ils n'obtiennent pas satisfaction. Auch, Benjamin Peter, Europe 1. Il y a des blocages en ce moment sur les autoroutes A10 et A83 dans le secteur de Niort. À Pontoise, le procès pour atteinte sexuelle sur une fillette de 11 ans a été ajourné. Le tribunal demande une nouvelle enquête pour savoir si les faits relèvent du viol. À Créteil, c'est une fausse victime des attentats du 13 novembre qui sera jugée aujourd'hui, une femme de 48 ans qui prétendait être une rescapée de la tuerie du Bataclan. Elle avait même déjà perçu une première indemnisation de 25 000 € et elle avait trouvé un emploi de salarié dans Life for Paris. C'est cette association avec son président Arthur Desnouveaux qui a découvert la supercherie. Dans notre association, elle s'est toujours présentée comme proche de victime et pas comme victime. Donc nous, on n'avait aucune raison de mettre ça en doute. Mais par ailleurs, dans le dos de tout le monde, elle avait fait un dépôt de plainte et le dépôt de plainte n'a pas donné lieu aux vérifications qui auraient dû être faites par la police parce que la personne n'était pas présente au Bataclan. Au final, c'est vous, association, qui avez eu un doute sur elle? Exactement, on a eu un doute sur elle et on a mené une enquête très rapide qui a montré que ces déclarations étaient fausses et on a fait le signalement au service de l'État compétent. Qu'est-ce que vous en retenez de tout ça? Évidemment, c'est le dégoût qui l'emporte. On en retient aussi que le travail du parquet dans la vérification de qui est victime et qui ne l'est pas pourrait être fait avec plus de diligence. On se retrouve malheureusement, nous, association de victimes, en première ligne pour faire le ménage parmi les escrocs. La cupidité n'a pas de limite. C'est un choc et un traumatisme de plus pour la communauté des victimes. La cupidité n'a pas de limite, propos recueillis par Guillaume Bier. Le football avec l'événement deux grands d'Europe face à face ce soir à Madrid. L'un gavé de titres, le Real, qui a gagné les 2 dernières éditions de la Ligue des Champions. L'autre, rempli d'ambition, le Paris Saint-Germain et sa star Neymar veulent enfin s'imposer au plus haut niveau. Simon Rubin. Et le PSG, depuis l'achat de Neymar cet été, est devenu la cible à abattre pour tous les clubs historiques de l'Europe. Tout simplement parce que pour la Juve, Barcelone, Munich ou encore le Real, Paris, c'est ce nouveau riche bling-bling qui met le marché du foot sans dessus-dessous. Hors de question pour les historiques de laisser faire. Depuis des mois, ces clubs font d'ailleurs un lobbying intense auprès de l'UEFA pour qu'elle sanctionne le club français au nom du fair play financier. Voilà pourquoi ce soir, c'est toute l'Europe du foot qui aura les yeux rivés sur Madrid. Pour les vieux clubs prestigieux d'Europe, ce match, c'est la confrontation entre l'histoire, l'expérience et de l'autre côté, cet aspect superficiel d'un club émergent. Vision très romancée. Aujourd'hui, tous les grands clubs sont des monstres financiers. Simplement, comme tout nouvel arrivant dans un marché hyper concurrentiel, le PSG doit se faire une place lui-même et ça se joue ce soir. Coup d'envoi à 20h45. Europe 1.